18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre Kinshasa direct. Aujourd'hui, toute la vérité sur les tractations au niveau des confessions religieuses. Nous allons recevoir un membre influent de la CIME. Lui, c'est Idriss Kantenga. Il sera des nôtres. On va aborder toute la thématique. Est-ce que réellement il y a certains qui sont certainement logés aux frais de l'État au niveau des notaires de la place? Alors on va en parler en long et en large suffisamment avec M. Idriss. Et aussi autre chose, les confessions religieuses, les agendas cachés, ça sera avec Imam Djouma, lui membre de Comico. Il sera de notre. Vous savez que Comico est vraiment déjà divisé, partagé. Alors Dibondo et aussi autre elle, il sera là pour en parler. Et aussi autre chose, notre troisième ou dernier invité, c'est Alain Aleng, qui est analyste politique aux exportations minières, trop d'intox. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Processus de désignation de membres de la CENI, une forte délégation des ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbousson-Kodia, pour tabler sur la question de l'organisation des élections de 2023. Ces diplomates appellent au respect de la souveraineté de la RDC. Désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante, on en parle encore. La Cour constitutionnelle appelle l'Assemblée nationale à poursuivre le processus de désignation de membres de la CENI et de l'installation de ces animateurs. Dans l'actualité panafricaine au Burkina Faso, le procès des auteurs présumés du meurtre pendant le coup d'État de 1987 du révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara, alors président du pays, a été renvoyé ce lundi au 25 octobre prochain à la demande de plusieurs avocats de la défense pour consulter davantage le dossier. Rappelons que le procès s'est ouvert cet avant-midi après 34 ans. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Jean-David Kilolo à vous l'antenne pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison. Dans moins d'une heure, ça sera Grace Salambo. Tout de suite, notre premier invité, Idriss Kantenga. C'est l'échec, c'est l'impasse, ce sont des tractations qui continuent certainement à gripper. Qui dit tractation, c'est en matière de la désignation des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. Nous allons en parler avec M. Idriss Kantenga. Bienvenue. Merci. Voilà, CIME, cette organisation ou cette structure qui s'occupe aussi de l'organisation des élections, mais vous avez échoué à pouvoir nous désigner, nous donner un candidat pouvant être président de la CENI. Merci, messieurs les journalistes. Il n'y a ni échec ni impasse dans le processus de désignation des délégués des confessions religieuses à la CENI, dans la mesure où les confessions religieuses se sont déjà acquittées de cette obligation patriotiques. Ils se sont acquittés comment? Les délégués des confessions religieuses à la CENI ont été désignés. Ils ont été désignés. Un président a été désigné et un membre de la plénière a été désigné et le procès verbal a été déposé acquis des droits. Il n'y a pas de consensus. Le président, donc les deux organes qui engagent cette plateforme n'ont pas donné leur quitus. Sur base de quoi vous dites qu'ils ont été, que vous aviez désigné? J'ai entendu, il n'y a pas consensus entre deux organes. Non, il n'y a pas consensus entre les 8. Ah, il n'y a pas consensus entre les 8. Je vous dis, il y a une sorte de confusion qui est créée autour de la question. Vous savez... Entretenue par qui? Bon, je veux voir, peut-être
par ceux qui ont intérêt à flouer l'opinion publique. Ici, moi, je vous dirais que le consensus en soi n'est pas une fin dans cette démarche. L'objectif de la démarche, c'est de désigner le président de la CENI, désigner les délégués des confessions religieuses à la plénière de la CENI. Mais il y a des mécanismes qui doivent conduire à ça. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, avant de commencer, le processus a débuté par la mise en place d'une charte où, de manière tout à fait unanime, les chefs de confession religieuse ont décidé que ça sera par consensus, et à défaut du consensus, ça sera par le vote. Et d'ailleurs, parler du consensus et du vote, c'est même une redondance. Tout simplement parce que le vote est le meilleur, le meilleur moyen de construire le consensus. Hein? Les dirigeants, même dans un pays, à quel moment les dirigeants sont consensuels? C'est quand ils sont issus des urnes. Mais l'Église catholique a parlé, les candidats que vous aviez désignés, il y a un problème d'équité, il y a un problème de neutralité. C'est un candidat qui serait le candidat du chef. Et l'Église catholique et l'ECC ont dit niet à ça. Et elle détiendrait certainement des preuves, des éléments sonores. Vous avez dit beaucoup de choses, allons mollo, pour que l'opinion qui nous suit puisse comprendre. D'abord, que le candidat est proche du chef. Cette rhétorique avait déjà été évoquée en 2020, lorsque le processus de désignation a commencé. En 2020, nous avions reçu 24 candidats. Après étude des dossiers au niveau du secrétariat technique, nous avons mis à côté un certain nombre de candidats pour n'en retenir que 6. Sur les 6 d'entrée des jeux, à la demande de la CENCO et de l'ECC, tous les candidats qui venaient du même espace linguistique que le chef de l'État ont été mis de côté. Et là, on nous affirmait que la CENCO est plus informée que quiconque. Elle a de preuves que tous ces candidats-là sont là par la volonté du chef de l'État. Nous avons essayé d'objecter en disant, mais il n'y a que 8 électeurs dans cet exercice. Comment le chef de l'État peut-il recommander 3 candidats au même moment? Mais il risque de se neutraliser, personne n'a compris. Mais comme nous avions cette fois-là décidé de désigner, en nous mettant tous d'accord, nous avons la main, la mort dans l'âme, nous avons mis de côté les 3 candidats. Maintenant, il est resté 3 autres candidats. Je vous dis, parmi les 3, 2 étaient de la province du cardinal qui dirigeait la réunion et du président national de l'ECC. 2 candidats. Et puis, il y avait un autre qui venait... Là, c'est en 2020. Du Congo central, oui, parce qu'il faut que les gens... C'est une démarche globale. Hein? Les gens ne doivent pas croire que ce qui se raconte ici, c'est un fait isolé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quand nous sommes restés avec le 3, le cardinal a dit il retire le sien, son candidat. Cyril, qui est pour moi un jeune frère, un ami, je le respecte, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Mais le cardinal... Qui est aussi expérimenté. Absolument. Et le cardinal a décidé de le mettre à l'écart pour la simple et bonne raison qu'il n'a pas la carrure de la fonction de président de la CENI. Et tout de suite, le cardinal a affirmé qu'il soutenait les candidats de l'ECC. Malheureusement, il a été prouvé noir sur blanc que le candidat de l'ECC avait une affiliation politique au terme de laquelle il avait même participé aux dernières élections de 2018. Alors, vous avez vu, d'abord, nous avons au départ mis de côté la charte que nous avions préparée pour arriver à un résultat. Le cardinal a imposé... Le cardinal. Oui, sa propre procédure, la procédure d'élimination. C'est au nom de la charte, l'article 10. Non, la charte ne dit pas que nous progressons par élimination. La charte, c'est nous mettons les candidats retenus par le secrétariat technique et nous procédons au vote. Là, c'est en 2020. En 2020. Allons-y maintenant en 2021. C'est toujours... Non, mais il est très important de comprendre 2020 pour comprendre maintenant. Alors, comme les 2 candidats, de la même province que le président national de l'ECC et le président de la CENCO ont été mis à côté, il est resté un candidat en lice. En principe, la question était terminée, nous avions le consensus. Il est resté M. Ronsard Malonde. Vous avez suivi ce qui s'est passé autour du nom de Ronsard Malonde. Alors que nous, on croyait que c'était déjà fait, mais les autres ont prétendu que nous sommes préparés, nous sommes séparés en queue de poisson.
Et comme si cela n'était pas suffisant, ils sont allés tenir un point de presse au cours duquel ils ont accusé les autres chefs de confession religieuse de corruption, d'avoir été corrompus. De 2020 jusqu'à aujourd'hui, aucune preuve, aucune moindre preuve n'a jamais été apportée. Vous avez vu le blocage et on est allé jusqu'à envoyer les gens dans la rue. Moi, je suis musulman. L'imam Djoumatoua qui est là-bas, c'est mon imam. Nous lisons tous, nous essayons de lire la Bible, tout en étant musulman, mais c'est vous chrétiens qui ne lisez pas le Coran. Mais moi, je n'ai jamais vu dans la Bible là où Jésus-Christ lui-même s'en prend à Satan à des termes si méprisants que les termes que j'ai entendus prononcer à l'égard de Ronsard Malonda. Alors, c'est quoi ces termes-là? Mais au duo de la chair de vérité, vous avez entendu le Tata Karina dire nous ne voulons pas cet individu, nous n'en voulons pas. De Ronsard Malonda. De Ronsard Malonda. Alors c'est passé. 2021, bon, oui, maintenant 2021, alors que nous on croyait qu'on allait tirer les leçons de tout ce qui s'est passé, nous revenons, le processus était le même. La vérité c'est qu'il y a eu beaucoup de candidats. Mais après étude au niveau du secrétariat technique, on a fait émerger 4 candidats. Et ces candidats ont été présentés devant les chefs de confession religieuse. Quand les candidats sont présentés devant les chefs de confession religieuse, c'est que leurs dossiers ont été analysés dans tous les aspects. Maintenant, ils arrivent, ils passent même une interview où ils devaient... Les candidats? Ben oui, expliquer leur vision. Ils étaient au nombre de combien? De 4. 4 candidats. Après le passage des 4 candidats, tout de suite, et c'est l'abbé Cholet qui, comme c'est lui le porte-parole de la plateforme, parce que l'organisation veut que le porte-parole, les rapporteurs soient de la même confession que le président, pour plus de concertation. Et ce sont eux qui engagent cette non, ça, non. C'est pas eux? Non, c'est pas cela. L'article 18 ne dit pas cela. Je vais vous démontrer qu'il y a eu beaucoup de confusion. Les CC et la CENCO se considèrent aujourd'hui comme un présidium. C'est une notion erronée. Cela n'existe nulle part dans la charte. Okay. Le présidium suppose qu'il y a 2 personnes, 3, 4, enfin les membres du présidium qui engagent la structure, mais qui ont le même pouvoir. Non, ici, il y a un président qui a ses responsabilités et un vice-président qui peut assister le président et le remplacer s'il n'est pas là. Mais en tout cas, ils n'agissent pas au même moment. Et c'est comme ça que vous avez parlé d'un organe. Non, il n'y a pas d'organe qui s'appelle présidium. Même le président, il a beaucoup de responsabilités, mais on dit que tous les actes... Alors, mais qu'est-ce qui a fait à ce que le président ne puisse pas donner son feu vert par rapport à la candidature de Ronsard Malonda, justifiant le fait que les 2 confessions religieuses n'ont pas apposé leur signature? Non, moi je ne peux pas répondre à la place du président de la République. Mais je sais que... Il s'est référé à la loi? Oui, non, mais je sais que... Non, la loi ne parle pas de consensus. Je crois qu'il y avait quand même une erreur dans le traitement du dossier Ronsard Malonda au niveau de l'Assemblée nationale. Au moment où nous avons désigné Ronsard, l'Assemblée nationale, la loi prévoyait 13 membres au niveau de la plénière de la CENI. Mais à peine les confessions religieuses avaient envoyé leurs candidats, le bureau de l'Assemblée nationale a sollicité l'investiture du candidat par l'ordonnance présidentielle. Le président de la République ne peut pas prendre 13 ordonnances pour investir chacun des membres. Je crois que c'est ce qui a donné des ressources, c'est ce qui a donné de l'eau au moulin de tous ceux qui voulaient préparer la contestation pour dire que les confessions religieuses étaient en connivence avec l'Assemblée nationale. Voilà, M. Idriss, est-ce que réellement, selon le point de presse ou la conférence de presse de 2 confessions religieuses, il y a certains membres, donc parmi les 6, qui sont logés dans un hôtel de la place? Oui, très bien. Mais là, vous allez déjà à la fin. Moi, je croyais que vous alliez me demander d'abord de vous restituer correctement ce qui s'est passé. Oui. Parce que là, je vous disais qu'il y a 4 candidats qui sont arrivés sur la table des chefs de confession religieuse. L'abbé Cholet, celui qui dit non, les 2 des 4 candidats, non, vraiment, ça ne vaut pas la peine.
Mais il y a 2 qui ont une expertise électorale avérée. Et il a cité le nom. Mais il a reconnu lui-même que les candidats qu'il conteste aujourd'hui étaient de loin les plus aguerris. Vous voyez? Par rapport à Cyril. Et comme il était le plus aguerri, il fallait bloquer la machine. Parce qu'après avoir dit ça, et puis qu'est-ce qu'il va dire? Non, mais il y a un problème éthique qui se pose par rapport à ce candidat. Le problème éthique, c'est que le fait qu'il soit adoubé, soutenu par... Bon, maintenant, je vais répondre à cet aspect. D'abord, le problème éthique, c'est quoi? Quand nous connaissons la définition de l'éthique, c'est quoi? L'éthique, c'est l'attachement d'un individu aux valeurs religieuses et de la foi. C'est ça l'éthique. Bon, en quoi, qu'est-ce qu'on peut reprocher au candidat Denis Kadima par rapport à sa foi? Et puis, messieurs les journalistes, les candidats sont passés par l'interview. Aucune question n'a été posée au candidat Kadima pour essayer de jauger sa capacité à observer les valeurs de l'éthique. Aucune question. Alors, vous allez juger quelqu'un comme ça qui est passé devant vous, vous avez posé les questions, et le président de la plateforme avait même posé, est-ce qu'il y a cette question, est-ce que vous avez posé toutes les questions? Il avait demandé à ses pairs. Est-ce qu'il reste encore? Il n'y a rien. Le candidat part maintenant, on revient. Non, moi je vais vous dire, le vrai problème a commencé avant. Il y a eu beaucoup de choses. Maintenant, c'est quoi ces vrais problèmes? Maintenant, oui, maintenant, nous, ça nous gêne d'en parler aux médias. Parce que allez-y. Quelqu'un venait de me dire ici, dans l'antichambre, que non, mais qu'avez-vous fait de cette confiance qu'on a placée en vous comme confession religieuse? Parce qu'on espérait qu'au moins avec vous, il y aurait des garanties de moralité, ainsi de suite. C'est vraiment gênant. Le grand problème ici, c'est qu'au niveau de la Senko et de l'ECC, ils ne voulaient pas un candidat qui venait de l'espace de leurs 2 candidats. Et ça, c'est dommage. Kassai. Non, pas non, pour eux, les candidats devaient venir dans l'espace linguistique du président de la Senko, non, plutôt du cardinal et du président national de l'ECC. Cette histoire de Kadima. Mais c'est avant. À chaque fois que quelqu'un, parmi les chefs de confession religieuse, rencontrait M. l'abbé Cholet, il disait toujours tout sauf Kadima. Les évêques disent tout sauf Kadima. Si vous désignez Kadima, il se retire du processus. Je ne sais pas si vous avez suivi Monseigneur Simon Nzinga, le représentant légal de l'Union des évêques indépendants, dans une émission qu'il a, où il est passé avec Bossolo la politique. Il a dit ce qui s'est passé. Donc c'est ce climat-là. Ici, les gens s'étonnent quand on parle de la haine technique. Donc tout ce que Donatien Cholet a évoqué, ce sont du mensonge. Bon, il y a beaucoup de choses. Allons d'abord. Et il a dit qu'il il y a des choses qui lui seraient rapportées par les chefs de confession religieuse et qu'il aurait... Des menaces. Qu'il aurait enregistrées. Très bien. Mais pourquoi il n'a pas montré ça? S'il y a un chef... Vous n'avez jamais été menacé, vous? Non, attendez, allons doucement. Il faut qu'on réponde d'abord à ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a ces éléments et qu'il va les brandir devant l'opinion. Pourquoi ne les avait-il pas brandis? D'abord, à ses pairs, les chefs de confession religieuse, parce que c'est eux qui décidaient finalement. Autant de fois, ils ont vu le président de l'Assemblée nationale, ils n'ont pas brandi. Ils ont dit qu'ils vont aller brandir chez le président de la République. Encore que le président de la République a un rôle à jouer dans cette histoire. Quand cela nous tient, l'abbé Cholet peut avoir ses enregistrements. Très bien. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est Monseigneur Nzinga qui a dit, mais qu'il publie l'intégralité de l'enregistrement. Comme ça, l'opinion va suivre ce qu'il a dit lui-même. Maintenant, la question de fond. L'abbé Cholet, la Senko et l'ECC sont en train de faire un procès de l'éthique sur les autres confessions religieuses et sur le candidat Kadima. Est-ce que pour vous, c'est éthique qu'un prêtre puisse enregistrer à leur insu les chefs de confession religieuse? Vous voyez la relation entre les chefs de confession religieuse, c'est une relation basée sur la confiance. Vous lui faites confiance, vous parlez avec lui, il vous enregistre. Mais c'est l'abbé Cholet, c'est un prêtre. Il reçoit les chrétiens, les croyants catholiques au confessionnal. Alors, qu'est-ce que nous pouvons déduire? C'est que lui, même quand les gens vont se confesser devant lui, il enregistre. Alors maintenant... Vous voyez, s'il vous plaît, vous voyez comment
est ébranlé le fondement de la foi. Parce que la foi, même la foi en Dieu, elle est basée sur un rapport de confiance. Maintenant, vous allez vous confier à votre collègue, comme les catholiques vont se confier à lui, au confessionnal, et il enregistre. Monsieur Idriss, vous n'avez jamais été menacé? Il n'y a pas de menaces ou des intimidations? Il y a des menaces. De la part de qui? Moi, par exemple, à la communauté islamique. À la communauté islamique, il y a des tiraillements. Oui. Vous l'avez mentionné au début, vous-même. On se menace. Les autres nous menacent, nous aussi nous les menaçons, ainsi de suite. Ça, c'est une sorte de menace. Et il y a la situation, c'est partout. Par exemple, à l'Union des Églises indépendantes, c'est la même chose. Là, ils ont même fait une assemblée générale, on dit non. Et à un moment donné, il y a des mandats qui circulent ici pour arrêter, pour une affaire associative, arrêter un représentant légal. Les tentatives de corruption, vous en avez été sollicité? Non, ça, nous avons appris de la Senco, de la bouche de M. Labbé et de il n'y a pas eu de tentative de 100 000 $? Pardon? Et tentative de corruption où on vous aurait proposé 100 000 $ et plus une Jeep? Mais moi, je dis, comme vous en apportez la preuve, parce que ça, c'est comme si on se moquait des gens. Moi, mon représentant légal, par exemple, de la communauté islamique, chez Abdallah Mangala, au mois de mai, d'abord, ils avaient dit qu'il avait été corrompu. En 2020, chaque chef de confession religieuse avait reçu 50 000 $ et une Jeep. On n'a jamais vu ça. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, mon représentant légal, ces véhicules ont été brûlés au mois de mai de cette année. Alors, maintenant, il s'est rabattu sur un véhicule d'un frère. Il y a ceux qui passent nuit dans un hôtel de la place et c'est sur... et qui paye ça? Très bien. D'abord, vous ne pouvez pas me poser la question qui paye ça. Parce que les chefs de confession religieuse sont quand même des responsables. Vous voyez? Ils sont responsables. Pourquoi on ne se demande pas comment ils vivent? Ils ont chacun une maison, ils ont chacun une famille, ils ont des enfants qui étudient et dans de bonnes écoles. Pourquoi on ne se demande pas d'où viennent les ressources pour financer ça? Non, ça c'est inacceptable. Ça c'est vraiment inacceptable. Les gens voient cet aspect, ils disent corruption. Mais est-ce qu'on ne peut pas... Moi j'aurais aimé que vous me demandiez pourquoi ils sont là-bas. Est-ce que vous croyez que quelqu'un est responsable, puisqu'il a l'argent, ou bien c'est l'argent du contribuable, comme vous avez dit, il va se prélasser dans un hôtel en abandonnant sa famille? Vous croyez que c'est vraiment raisonnable? Donc il y a des menaces? Ce n'est pas un problème de sécurité et de corruption, mais il faut savoir que c'est un problème de sécurité. Je vous ai dit ce qui est arrivé à Cheikh Abdallah Mangala au mois de mai. Alors, s'il vous plaît, je vous ai dit ce qui lui est arrivé. Il a échappé, c'est Dieu qui l'a sauvé. Parce que les gens sont arrivés, c'est lui, et d'abord ils l'ont cherché au stade, ne l'ayant pas trouvé, ils l'ont suivi jusqu'à la maison. Ils ont mis du feu sur ces deux véhicules qui sont partis en fumée. Il est sorti là-bas parce que c'est Dieu lui-même qui a voulu. Bon, maintenant, le jour de la désignation, c'est le jour où il est convoqué pour aller comparaître en justice. Par ceux-là même qui ont commandité l'incendie chez lui à la maison. Vous croyez, essayez de vous mettre à la place d'une telle personne. Voilà. Vous voyez qu'elle n'a pas intérêt à se mettre à l'abri. Même l'évêque général Dodo Kamba de l'église de Réveil du Congo. Vous avez quand même, vous êtes journaliste, vous avez quand même appris ce qui s'est passé à son église. Mais c'est parce qu'on n'a pas pu mettre la main sur lui. Alors si ces gens-là se mettent à l'abri, les gens doivent voir la corruption. Pourquoi nous n'avons pas entendu une seule voix s'élever pour dire non, attendez, ce n'est pas bon d'attenter à la vie. Alors, mais là, pourquoi, pendant ce temps, pourquoi ne pas mettre un peu d'eau dans votre vin? Vous faites vous mettez de côté les candidats Kadima, tels que proposés peut-être par les deux confessions religieuses, que vous choisissez un autre. Il y a d'autres candidats, il y a Paul Nsapou, il y a d'autres que vous pouvez certainement, sur qui vous pouvez... Ça, ce n'est pas connaître la Senco et l'ECC. Ouais. Mais Ronsard Malonda, un grand expert, vous avez suivi dans la dernière déclaration de la Senco et de l'ECC, avec une pointe de cynisme, il demande à ce que l'administration Nanga continue à poser des actes préparatifs aux élections de 2023. Mais soyons sérieux. Après avoir tant diabolisé Nanga. Et si le processus actuel connaît du retard, c'est parce qu'ils ont causé des problèmes à Ronsard,
qu'ils ont pratiquement diabolisé. Est-ce que vous croyez que c'est normal qu'ils demandent aux mêmes personnes de continuer à poser les actes? Non, c'est vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la CENCO et de l'ECC. Et ça, j'aimerais que le peuple congolais soit lucide. Merci. Merci beaucoup, M. Idriss Katenga, surtout de votre passage. Une petite phrase. Vous venez de parler de chez Abdallah, il y a aussi Djibondo, que vous aussi, vous avez aussi favorisé, qu'il y ait vraiment ces mésententes au sein de Comico. Non, moi je suis responsable. Vous m'avez reçu une fois ici et je vous ai dit que je ne préfère pas parler des affaires de ma communauté en place publique. Merci. Nous avons la possibilité, pour autant que nous sommes musulmans, parce que le Coran, Dieu lui-même nous a indiqué la voie pour régler nos problèmes. En tout cas, ce n'est pas dans les médias. Merci beaucoup, M. Idriss Katenga. Tout de suite, nous allons recevoir Imam Djouma. Joseph Kabila est dans un état d'esprit très serein. Donc, les gens parfois qui nous prêtent des intentions ou qui parfois disent mais Joseph Kabila il a l'hantise de revenir au pouvoir, que Tshisekedi échoue. Non, bien au contraire. La réussite de Félix Tshisekedi ferait du bien à Joseph Kabila parce que ce sera la continuation de ce que lui il a fait. Là où il a moins bien fait, si Félix Tshisekedi rajoute, améliore, c'est les Congo qui gagnent.